Mesdames et messieurs, bonjour. Les députés ont procédé ce jeudi 21 octobre 2021 au vote de la loi numéro 2021-12 modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Cette loi accouche notamment d'une batterie de mesures visant à garantir à la femme un avortement sécurisé et ainsi arrêté, ce que d'aucuns qualifie de carnage dû évidemment aux avortements clandestins. Avancée pour les uns, recul pour les autres, c'est dire que cette loi est objet de toutes les attentions et autres critiques. Et ce matin, nous recevons pour vous un spécialiste en la matière, le docteur Serge Kétiou, directeur des programmes de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, une association qui fait partie des nombreuses chevilles ouvrières qui ont abouti au vote de cette loi. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'être des nôtres ce matin. Je vous en prie. Alors très concrètement, de quoi s'agit-il? On entend beaucoup de choses, avortement sécurisé, avortement généralisé. Très précisément, de quoi s'agit-il? Merci monsieur le journaliste. Et je profite au passage pour saluer tous les téléspectateurs et tous les amis qui nous regardent en ce moment, pour vous dire que cette loi qui a été votée, d'abord introduite et votée par les honorables députés de la 8e législation, vise à mettre fin à une hémorragie à laquelle nous faisons face dans le silence. Il s'agit de faire en sorte que plus jamais nos filles, nos sœurs, nos femmes, nos mamans ne meurent plus de causes évitables, qu'est l'avortement à risque. Puisque la loi de 2003, mars 2003, bien sûr, une première dans la vie du Bénin, et même dans les pays francophones de l'Afrique, reste restrictive, c'est-à-dire à définir des conditions qui ne favorisent pas l'accès à la femme au service d'avortement sécurisé lorsqu'elle en a besoin. Pourtant, il y avait, sans vouloir vous arrêter, pourtant il y avait certaines dispositions contenues dans cette loi qui permettaient par exemple ce qu'on appelle les avortements thérapeutiques. Tout à fait. Voilà. C'est pourquoi nous disons que l'avortement est légalisé au Bénin, il n'est pas interdit. Puisqu'il y a trois conditions, nous disons il est légalisé. Mais enveloppé de certaines conditions qui font que la femme ne peut pas librement se présenter dans un centre de santé et demander ce service. Ce qui les contraint à la clandestinité, à aller demander ce service chez des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui n'ont même pas le minimum de plateau technique approprié pour offrir ce service. Donc ces femmes vont néanmoins chez ceux-là au risque de mettre leur vie en danger. Elles sont prêtes à tout, même sachant qu'il y a le code pénal qui punit sévèrement cet acte. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui. Que plus jamais nos femmes ne meurent de l'avortement qu'on peut éviter, parce que nous avons constaté que au départ il y avait l'hémorragie après la délivrance, c'est-à-dire après l'accouchement, qui constituait la première cause de décès maternel, mais l'avortement aujourd'hui est en train de devenir la deuxième cause. Parce que le gouvernement a pris des mesures, le gouvernement successif a pris des mesures pour éviter les deux premières causes. Mais il reste l'avortement. Parce que le taux de décès maternel au Bénin est de 391 000 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Dans les pays développés, vous verrez que l'avortement plutôt est proportionnellement 15% du taux de décès maternel. Si vous prenez alors les 395 décès sur 100 000 naissances vivantes, et à 15% qui sont imputables à l'avortement. Dans les pays développés, 15% au Bénin. 15% au Bénin. Ça, c'est une étude de l'OMS qui montre 13 à 15%. Dans les pays développés, vous verrez une tendance à l'inverse. Si je prends l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, vous verrez qu'on compte un décès maternel
pour 3700 avortements. Dans les pays de l'Union européenne, c'est un décès maternel pour 1400 avortements. Si je vais dans les pays de l'Asie, c'est un décès maternel pour 130 avortements. L'Amérique latine, c'est un décès maternel pour 65 avortements. Mais quand il en est de l'Afrique subsaharienne, c'est un décès maternel sur 16 avortements. Nous, sur 16 avortements réalisés, on arrive déjà à un décès maternel. Comparez cela aux pays de l'Amérique du Nord, aux pays de l'Union européenne et autres. Pourtant, nous vivons sous le même ciel. Nous adorons le même Dieu. Il est légalisé dans beaucoup de pays, même au Vatican. Le Vatican qui abrite le Saint-Siège, l'avortement est légalisé. Les pays de l'Amérique latine. Pas au Saint-Siège, pas au Vatican, mais en Italie. Oui, en Italie. C'est différent. Oui, l'Italie qui abrite le Saint-Siège. Oui, mais ce n'est pas légalisé au Saint-Siège. Non, mais le Saint-Siège est dedans. C'est un État. Oui, c'est un État dans un État. Oui, c'est un État dans un Pourtant, État. Mais soyons précis, c'est légalisé en Italie. En Italie, c'est pas qui légalisé. abrite le Saint-Siège. Oui, mais c'est pas légalisé au Vatican. Non, c'est pas au Vatican. Oui. Vous allez en Amérique latine où les pays sont majoritairement chrétiens catholiques. Mais il est légalisé dans la majeure partie de ces pays. Or, il y a une feuille de route que l'OMS a mise en place et tous les pays sont signataires de cette feuille de route, dont le Bénin. Le protocole de Maputo, l'article 14, le Bénin a signé et notre Parlement a approuvé et s'est promulgué. Alors, il est temps que nous agissions. Parce qu'à l'horizon 2030, nous devons ramener le taux de décès maternel sur 100 000 naissances vivantes à 70. C'est l'objectif. Oui, c'est l'objectif. Mais que cela le tienne. Mais nos soeurs, nos filles, nos femmes meurent de l'avortement. L'avortement à risque. Parce que la loi est restrictive. D'accord. Mais cette nouvelle loi, celle qui a été votée jeudi 21 octobre, oui. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Quelle est la nouveauté? La nouveauté, c'est que en plus des 3 premières conditions, que vous allez nous rappeler. Voilà, que lorsque la grossesse constitue une menace pour la vie et la santé de la femme, parce que la femme porte une maladie qui ne lui permet pas de porter sa grossesse à terme. Ou alors c'est une mineure, un enfant carrément qui est enceinte. Voilà les candidates potentielles au décès. Les adolescentes constituent ou bien participent à 20 à 22% de la maternité à la maternité. Et comme leur organisme est encore immature, généralement, elles n'arrivent pas à porter la grossesse à terme tout en étant vivantes. Et souvent, ce que nous remarquons, c'est qu'elles meurent avec cette grossesse. Donc, deuxième condition que l'ancienne loi nous offrait, c'est que c'est lorsque la grossesse est le résultat d'une relation incestueuse ou d'un viol. Ou bien lorsque l'enfant à naître porte une infirmité, une malformation grave au moment du diagnostic. Ça, c'est ce qui existait. C'est ce qui existait. La nouveauté est que dans le premier alinéa de cette loi, il est dit l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée à la demande de la femme, d'accord, lorsque la grossesse qu'elle porte est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une détresse matérielle, professionnelle, morale ou éducationnelle, incompatible avec l'intérêt de la femme ou de l'enfant qu'elle porte. La fille mineure peut solliciter une interruption volontaire de grossesse, tout en s'adressant directement à l'assistance sociale. Oui, comment ça se passe? Parce que ça, c'est peut-être le plus important. Ouais, comment ça se passe? Le plus important maintenant pour nous, c'est le décret d'application de cette loi. Oui, non, avant le décret d'application. Ce que vous venez de décrire, comment ça se passe très concrètement? La mineure n'est pas autorisée à aller solliciter une interruption volontaire de grossesse. Oui. Dans n'importe quelle condition, en aucun cas, elle n'est pas autorisée. D'accord. Même la femme. Si elle ne remplit pas l'une des 3 conditions que je venais de citer, elle ne peut pas le faire. Mais
malgré cela, ces femmes, ces filles, ces mineurs passent outre pour aller chez ceux-là qui n'ont pas les compétences ou ne disposent pas de matériel adéquat ou des installations techniques adéquates pour offrir le service. D'accord. D'où elles mettent leur vie en danger. Oui. Par rapport à la nouveauté de cette loi, détresse émotionnelle, détresse professionnelle, matérielle, éducationnelle. Oui. Qui diagnostique, qui atteste qu'il s'agit bien d'une détresse émotionnelle et des différents types dont vous parlez? Est-ce qu'il suffit que la femme aille voir un praticien et lui fait cas de ce qu'elle vit, qu'elle vivrait, je m'excuse, qu'elle vivrait une détresse émotionnelle pour que ça suffise qu'on aille à l'avortement? Justement, mais c'est d'abord le diagnostic de la grossesse est posé par un professionnel de la santé. Mais lui seul ne peut pas se lever et dire à cette étape, venez, je vous fais une interruption. Tel que le ministre l'a dit, et puis les décrets d'application qui sont restés disons, qui n'ont pas pu naître proportionnellement à la loi de 2003, il y aura de nouveaux tests d'application qui vont réguler l'utilisation, la mise en œuvre de cette nouvelle loi, nouveauté qui est arrivée. Ce qui est clair, dans l'ordre de ce service, il y aura un certain nombre d'acteurs. Il est parlé de l'assistance sociale, par exemple, qui doit participer à la confirmation de l'état de cette femme. On peut avoir affaire à d'autres spécialistes de la santé qui vont nous dire, oui, cette femme, elle souffre d'une détresse morale, c'est-à-dire psychologique. Auquel cas, elle ne peut pas garder cette grossesse. Et même si il s'agit d'une détresse éducationnelle ou matérielle, il y a d'autres personnes habilitées pour la tester avant que l'acte ne soit posé. Et donc, le peuple n'a pas à s'inquiéter. Les députés qui ont voté cette loi l'ont fait en toute connaissance de cause. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'interrogations auxquelles et le ministère de la Santé, à sa tête le ministre de la Santé, le ministre des Affaires sociales et les organisations de la société civile qui étaient présentes le jour du débat en commission ont eu à répondre. Donc il y aura très bientôt des tests d'application qui vont essayer d'encadrer cette loi pour qu'on n'ait pas la dérive. Même si ce ne sera pas tout centre de santé ou toute clinique qui le veut, qui le fera. C'est clair, ce que nous voyons déjà, le ministère de la Santé, je veux parler du ministre, va désigner son service compétent qui ira dans les structures indiquées pour s'assurer que cette telle ou telle structure, même fut-elle plutôt étatique, remplit les conditions ou ne remplit pas. Donc il y aura des critères pour être sélectionnés avant d'offrir ces services. Donc des garde-fous sérieux seront mis en place. Un peu comme les sites de prise en charge de la prévention de la transmission de mères enfants, quand on parle de sida. Il y aura des habilitations, il y aura des sortes d'habilitations. Voilà, c'est clair. Et la compétence des prestataires, c'est-à-dire du personnel de santé, sera approuvée avant que l'autorisation ne soit donnée. Alors, comment expliquer toutes les critiques qu'il y a eu, les interrogations, l'interpellation de la conférence épiscopale, même si on comprend, c'est le dogme de l'Église catholique. Pourquoi cette sorte d'emballement autour de cette question? Comment vous l'expliquez, vous, de votre position? De ma position, d'abord, je veux reconnaître à la population le droit de s'inquiéter. C'est normal. Mais je veux leur dire qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce sont des gens bien informés. Ce sont des gens qui ont vu l'espérance ailleurs. Ce sont des gens qui sont soucieux du bien-être des populations. J'ai toujours l'habitude de dire que
quand ce drame n'est jamais arrivé à quelqu'un, il n'appréhende pas suffisamment la nécessité de changer les choses. Vous et moi, si nous n'avons jamais perdu une proche très chère à nous, du fait d'un avortement à risque, nous aurons la même position que le commun du modèle dans la rue. Je n'en ai pas, heureusement. Mais en tant que praticien hospitalier, j'en ai vu. Vous êtes impuissant devant des cas que vous auriez pu sauver si la loi n'était pas contraignante, si celle-là n'était pas contrainte d'aller chez ceux-là que j'appelle mécanos, qui n'ont aucune compétence en la matière et qui pratiquent cet avortement. Je vous dis, il y a des aides-soignants qui pratiquent. Il y a des conducteurs de mototaxi, parce qu'ils ont été aides-soignants dans des cabinets. Ils se sont permis d'ouvrir des petites chambres. Peut-être que la répression envers ces indélicats aurait suffi. Je ne crois pas trop. L'être humain est trop têtu. Pendant qu'on réprime, les autres continuent. Parce que ce n'est pas une seule personne qui le fait et qu'on la réprime et ça s'arrête là. Mais d'autres le font autant que lui. Donc les autres continuent tant que, par chance, ils s'en sortent. Mais comment ils s'en sortent? Ils s'en sortent au prix de la vie des gens, ou bien en craignant la stérilité à ces filles ou femmes. Vous voyez ce qu'on dit? Alors, les gens se plaignent parce que faut pas qu'on se trompe. Les députés l'ont dit à l'hémicycle que nous sommes hypocrites. Nous sommes hypocrites, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'ils savent tout ce qui se passe. Parce que ça se passe à leur barbe et ils voient, ils apprennent. Moi, un matin, je suis à ma voiture dehors quand une petite fille, on disait qu'elle est morte d'un avortement à risque. On l'a retrouvée baignant dans du sang, dans sa chambre. Et la conclusion, l'après-midi, quand elle était retournée du service, c'est qu'elle serait allée dans un cabinet faire un avortement. Mais c'est qui? Moi, je ne sais pas. Donc, les gens savent, ça pour vous dire. Pourtant, ils critiquent. Les députés l'ont dit, et j'étais fier de les avoir entendus pour dire que nous avons une législature vraiment très, très, très soucieuse du bien-être des populations et très responsable aussi. La conférence épiscopale est dans son rôle. Elle est pleinement dans son rôle, le contraire m'étonnerait. Ils sont là pour aiguiser les consciences des uns et des autres, mais ils sont là depuis quand? Et pourtant, la situation s'aggrave. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Beaucoup d'entre eux parlent de la contraception. C'est vrai. Les avortements sont nés de grossesses non désirées. Bon, pas l'Église. L'Église ne parle pas de contraception. Non, justement, la population. La population. L'Église parle d'abstinence. Oui. Mais la grossesse est née l'avortement est né d'une grossesse non désirée. La grossesse non désirée est née de quoi? Soit la femme n'utilise pas la contraception, c'est-à-dire une méthode de contraception, alors qu'elle en a besoin puisqu'elle est sexuellement active, soit alors elle utilise une méthode de contraception. Malheureusement, il est démontré qu'aucune méthode contraceptive n'est efficace à 100%. La plus efficace, ce sont les implants que les femmes adoptent. Les implants sont efficaces à 99,5%. Oui, justement, de ce côté-là, est-ce que ce à quoi on a assisté aussi de votre point de vue, en tout cas du côté de votre association et de tous les autres qui travaillent dans la promotion de ces moyens contraceptifs, est-ce que quelque part aussi ça ne dénote pas d'un certain échec, que les populations n'adoptent pas vraiment je vais vous dire, j'en viens. Donc, ce qui est fait par l'être humain, il n'est jamais efficace à 100%. Regardez les avions, les voitures, tous les moyens qu'on a et tout autre. Mais il y a toujours quelque part un échec d'un certain pourcentage. Oui. La femme va adopter une méthode de contraception parce qu'elle ne veut pas tomber enceinte. Tout de suite, soit elle n'en veut plus, soit elle veut différer l'arrivée de la prochaine naissance. Oui. Mais voilà qu'elle tombe enceinte. Ça fait partie des grossesses non désirées. Elle ne veut pas, il y a à tout prix l'interrompre.
même si la loi dit que tu vas faire 5 à 10 ans de prison, il ira à l'interne. D'accord? Oui. Alors, donc, bien sûr, la contraception, ça fait depuis 1970, et même au-delà, puisque nos aïeux pratiquaient avant que nous ayons la contraception moderne, des méthodes de contraception, des méthodes de régulation de naissance. Il y a des amulettes qu'ils utilisaient, il y a des tisanes qu'ils utilisaient, des décoctions, des causes d'arbres. Mais malgré ça, les femmes tombaient enceintes. Vous savez ce qu'elles faisaient? Vous ne savez pas? Non. Vous allez nous le dire. Là, ça c'est l'histoire qui m'a permis de comprendre ça. J'ai lu la littérature. Elle prenait le feuille d'un arbre qu'on appelle Ogawa. Aujourd'hui, on le retrouve cet arbre qu'au Nigeria. Et puis, il macérait cette feuille, l'aménageait avec les fiancres de crocodile ou bien du caïman. Et en fabriquait de petites boules qu'elle séchait. Et au moment où elles n'ont pas retrouvé leurs règles, elles enfonçaient une boule dans le vagin. Cette boule a la propriété de provoquer une ouverture du col et des contractions d'abord et l'ouverture du col et la grossesse s'en allait. Ou bien ceux qui n'ont pas accès à cette pratique montaient sur des collines, sautaient, ou bien sur des arbres, sautaient en hauteur, en tout cas ils sautaient. Ou bien tenaient des rapports sexuels violents dans le but de provoquer l'écroulement de cette grossesse. L'avortement n'est pas d'aujourd'hui. Il n'est pas importé. Nous, ça se passait. Il y a des femmes qui saignaient jusqu'à mourir. Et à l'époque, dans l'ancien temps, on disait c'est l'eau des sorciers. Alors qu'en réalité, la grossesse a été provoquée, l'avortement a été provoqué. Mais pas dans les conditions adéquates. Alors, si aujourd'hui, les gens tombent encore enceintes et cherchent à se débarrasser des grossesses, ce n'est pas l'échec des structures de planning familial, mais c'est l'échec collectif. Nous devons voir quelles sont les causes de cette situation, mais les quelques investigations que nous avons eu à faire, il y a d'abord les rumeurs. Les rumeurs qui véhiculent des idées fausses, qui font peur aux filles, aux femmes. Même si la femme avait commencé une méthode de contraception, elle l'interrompt à cause de ces rumeurs. Il y a des idées préconçues qui disent que, oh, on a vu une femme qui a accouché, l'enfant est venu au monde avec, par exemple, le stérilet, ou bien l'enfant est venu au monde déformé, avec des malformations. Et que c'est parce que cette femme a utilisé une méthode de contraception. Alors, il y a d'autres qui disent, l'enfant est un don de Dieu. Il faut en faire autant que Dieu vous en donne. Alors, moi, je vous dis, il y a une réflexion biblique tirée de la Bible. Jésus, dans le Nouveau Testament, a dit quel est l'homme qui, en voulant construire une tour, ne va-t-il pas s'asseoir pour évaluer s'il a de quoi finir cette tour? D'ici, financièrement, il a les reins solides pour construire cette tour qu'il rêve d'avoir. C'est la parade que vous avez trouvée dans la Bible pour contrecarrer les... Tout à fait. S'il n'a pas de quoi finir cette tour, il révise ses ambitions à la baisse. Mais je n'ai pas les moyens de supporter 6 enfants. Pourquoi je vais dire, j'en ferai autant que Dieu m'en donne? Alors que mes revenus mensuels ne me permettent même pas de supporter 2 enfants. Pourquoi j'irai jusqu'à 6 enfants? Mais c'est stupide. Mais c'est tout ça qui crée des problèmes au développement. Ça freine le développement du pays. Parce que le développement, d'abord, c'est dans la famille qui commence. Si moi, je ne suis pas épanoui, mes enfants ne le sont pas, vous pensez qu'ils sont à l'école? Ils ne sont pas à l'école. Je fabrique en ce moment des bandits de rue qui vont tout le temps troubler la quiétude des populations, qui vaquent à des activités procréatrices de revenus, qui vont générer des ressources qu'on peut utiliser pour contribuer au développement de notre pays. Non, là, vous n'êtes pas, rassurez-moi, vous n'êtes pas en train de justifier
Non, la régulation des naissances, je justifie ça. Okay. Alors, donc, ceux qui disent que c'est Dieu qui donne, il faut en faire autant qu'on veut, c'est de l'aberration. On ne peut pas continuer de parler ainsi. L'autre chose, je débouche sur la tradition pronataliste de notre pays, qui dit l'enfance est une richesse. C'était avant ça. Vous pensez que ça a changé? Ça a changé. Combien de personnes vous voyez encore au village? Il y a les autres les ont occupé le village pour la ville. Nous avons plus de 200 000 conducteurs des émigrants à côté de nous seuls. Et quand vous allez dans les autres villes du Bénin, ils sont aussi nombreux. Alors tout le monde a laissé le travail de la terre, croyant qu'il y a la manne dans les villes où vous venez, vous allez en trouver. Les voyez, vous pas en train de dormir sur les motos, dans les rues, sur les lieux publics. Mais c'est ça. Avant, les parents s'occupaient de la terre aussi. Tout le monde ne peut pas aller à l'école, devenir intellectuel. Mais ceux-là qui ont décidé de travailler la terre font assez d'enfants à l'époque, parce que ces enfants vont les aider dans les champs pour débroussailler la semence et la culture. Mais tout le monde a délaissé la terre pratiquement aujourd'hui. Et on voit ce que nous vivons aujourd'hui. À part ça, il y a les pesanteurs socioculturels qui font que la femme est sous la dictature de l'homme. Si l'homme ne décide pas d'aller réguler la naissance, elle ne peut pas aller adapter une méthode. Ou bien la dot, à son insu, il y a problème, elle interrompt. Et finalement, nous voyons cette famille en train d'avoir plus d'enfants qu'elle ne pouvait supporter. Et la religion, malheureusement, qui dit que utiliser une méthode de planification, c'est aller contre le dessein de Dieu. Alors, tous ces éléments font que, malgré les efforts que nous faisons aux côtés du gouvernement pour que la contraception moderne soit utilisée dans notre pays, reste encore une situation préoccupante. Nous n'ont pas encore permis d'atteindre les rêves que nous avons. Nous faisons beaucoup d'efforts. Le gouvernement met beaucoup d'argent et puis on forme beaucoup de personnes. Il a même créé un service pour ça. Mais malheureusement, il faudrait constater que nous n'avons pas trop progressé. Et c'est dommage pour nous. Parce que ça freine le développement. L'État est obligé d'investir plus dans l'éducation, la santé et autres pour pouvoir satisfaire les besoins de la population. Est-ce que vous les dernières enquêtes là, de 2018, enquête démographique de santé, ont révélé qu'il y a 33% de femmes en union qui sont sexuellement actives, qui ne désirent pas avoir d'enfants à l'heure où nous parlons, peut-être dans 2 ans, mais n'ont pas accès à la méthode de contraception. Non pas parce que la méthode est loin d'elle, ça peut être sous son nez, mais à cause des facteurs que je viens d'énumérer, ne se décident pas à y aller, pas peur de contracter une maladie et autre chose. Voilà. Est-ce que ce que vous venez d'expliquer ne donne pas du grain à moudre à ceux qui pensent que cette loi, par exemple, participe d'une politique de maîtrise de la natalité, de paramétrage des naissances? L'un de là. Il est dit dans cette loi, même la loi précédente de 2003, que l'interruption volontaire de grossesse ne peut être en aucun cas un moyen de contraception réglé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser un peu comme dans l'esprit de réguler les naissances. Et l'actuel encore l'a répété avec un accent très fort qu'elle n'est en aucun cas une méthode de contraception. Même elle exhorte à promouvoir la contraception d'urgence. Et qu'on ne la prescrive pas. Parce qu'il est fréquent de voir dans des cliniques, dans des centres où la fille ou la femme vient demander une méthode de contraception urgente. On lui dit, où est votre ordonnance?
alors que sous d'autres cieux, c'est assez libre. Vous allez dans une officine, on vous sait la contraception du jeune, quel que soit votre âge, quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle. Donc, il a mis l'accent là-dessus, qu'on ne doit même plus assujettir cela à une ordonnance. Donc, la contraception, l'avortement plutôt ne peut pas être une méthode de régulation de naissance. Elle ne le sera jamais. Donc on pense que ces nouvelles possibilités offertes aux femmes tendent à promouvoir ce qu'on peut appeler les avortements de confort. C'est-à-dire que la détresse émotionnelle, la détresse professionnelle, mais prenons ce cas par exemple, d'aucuns ont avancé que, parce que ce n'est pas forcément pour les mineurs, très concrètement comment ça devrait se faire. Est-ce que par exemple si une grossesse m'empêche d'honorer un contrat ou met en danger ma survie professionnelle, je pourrais avoir recours à cette option. Alors du coup, est-ce que ça ne donne pas, ça n'ouvre pas la porte à toutes les dérives, quand bien même il y a des spécialistes, des garde-fous qui sont, disons, indiqués par cette loi? Je ne pense pas, monsieur le journaliste. Je ne pense pas. Vous pensez que aujourd'hui, ces situations ne prévaut pas? Vous le pensez? Elles prévaut bel et bien ces situations. Quand des femmes viennent vous dire, ah, je viens de trouver un emploi, mais on m'a donné un délai avant que je ne puisse procréer. Ces situations existent. Mais comme je l'ai dit, la loi ne va pas être appliquée dans son état actuel où nous l'avons reçu. Il y a des garde-fous qui seront mis en place. C'est-à-dire les tests d'application vont être élaborés très très bientôt. Je me demande si déjà ce n'est pas en cours d'élaboration. Parce que le ministre a dit, mes collègues des affaires sociales de la microfinance, mon collègue de la justice et d'autres, plus le ministère de la Santé, ainsi que la société civile, vont se mettre en place ensemble pour élaborer ces applications qui seront validées. Et parlant de l'autre acteurs, il y a le Collège national de gynécologie et d'obstétrique. Ils seront aussi du bord, sans oublier la société savante. Je veux parler des universitaires. Ils vont être associés à l'élaboration des tests d'application de cette loi pour qu'il n'y ait pas de dérive. Ça va suffisamment encadrer la loi et même mettre en garde, je suis certain, des promoteurs d'entreprises qui exagèrent très souvent dans leur position de façon à contraindre les femmes, les filles à se soumettre à certains dictats, faute de quoi elles n'auront pas l'emploi. Je crois que la loi ne sera pas appliquée comme les gens pensent dans la rue. Et c'est ça l'inquiétude. C'est ça l'inquiétude. Et nous la comprenons. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils vont applaudir après. Ils vont applaudir après parce qu'ils verront que ce n'est pas la débauche que ça amène. Ce n'est pas à l'insubordination que ça amène. Les pays qui ont légalisé l'avortement. Moi, j'ai participé en 2008 ou bien 2010 à une conférence à Accra, justement sur la thématique. Les universitaires de l'Éthiopie ont fait une étude après que le pays ait adopté la loi et légalisé l'avortement. Ils étaient à 38 000 demandes d'avortement par an, mais lorsqu'ils ont adopté la loi, mis en place les tests d'application, mais 4 ans après, ils se sont retrouvés à 26 000. Y a-t-il augmentation ou diminution? Il y a eu diminution justement. Regardez, de 38 000 à 26 000. Il y a eu diminution, ça fait un nombre important. Cette diminution, vous pensez que cette diminution est à mettre exclusivement sur le fait d'une loi du type... Justement, parce que l'accès est libre. Les services sont, comment dit-on,
approprié, les services sont offerts par des personnels compétents dans un environnement approprié aussi. Deuxième chose que je vais vous révéler. Aujourd'hui, quand on parle d'avortement, ce n'est pas à la va-vite, vous venez, on vous le fait, vous battez. Vous avez un entretien approfondi. Et ce n'est pas sur place qu'on vous le fait. Vous avez d'abord un entretien approfondi de ce que vous êtes venu faire. On vous explique tous les contours de l'acte. Et puis, on vous dit, discutons-en de la méthode de contraception que vous allez utiliser. Parce que si c'est un avortement de premier trimestre, déjà au bout de 10 jours, vous pouvez ovuler. Et si vous tenez des rapports non protégés, vous risquez encore de tomber enceinte. Et donc, on discute forcément de la méthode contraceptive. Toutes les méthodes, la femme fait son choix. Quand elle reviendra, on va encore revenir sur ça. Toutes les méthodes sauf l'abstinence. Ah, justement, parce que la bouche qui a bu boira. Et donc, on discute de tout. Ce qui fait que on fait d'une pierre plusieurs coups. Tout en l'aidant à avoir un service propre qui ne met pas sa vie en danger. On l'amène en même temps à adopter une méthode de contraception. Vous voyez? Alors, celle-là devient une cliente pour la planification familiale. Une cliente? Oui, c'est-à-dire une utilisation du service de contraception. Alors que de l'autre côté, il y a celles-là qui sont venus spécifiquement pour ce service-là. Vous voyez? Donc, ça augmente dans le temps le nombre de personnes, de femmes qui ont adopté une méthode de contraception régulière. Vous voyez? Alors, vous voyez qu'on n'aura plus affaire à des grossesses surprenantes comme ça. C'est là qui ont peur, alors qu'elles sont dans le besoin d'utiliser une méthode de contraception, alors qu'elles sont dans le besoin, vous voyez qu'elles évitent désormais de contracter une grossesse. Et donc, on fait d'une pierre deux coups. Mais seulement la loi, aussi efficace soit-elle, est-ce qu'elle, disons, met à mal un peu les pesanteurs sociologiques qui restreignent un peu, quelque peu, la liberté de ces femmes-là dont vous parlez. Parce que la loi peut beau garantir ces droits nouveaux, mais sociologiquement, est-ce vous pensez qu'on est l'environnement est assez mature pour que les femmes, il y en aura certaines qui passeront outre. Est-ce que vous pensez que les femmes pourront se départir de cette pesanteur sociologique pour, disons, bénéficier de ces droits nouveaux? Monsieur le journaliste, c'est un autre cheval de bataille. Je m'excuse, sans vouloir vous arrêter, c'est pourquoi certains critiques pointent peut-être ce manque de concertation par rapport à cette loi, en tout cas une vaste concertation pour pouvoir prendre en compte tous les paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte du choix final de ces femmes et de leur liberté, du profit qu'elles peuvent avoir légitimement de ces droits nouveaux. La concertation a été faite, mais pas peut-être de la manière dont le commun des mortels aurait souhaité. Les élus locaux, les élus au niveau du Parlement, qui sont-ils? Ce sont les élus du peuple, les élus nationaux. Ils sont les représentants du peuple, jusqu'aux habitants du dernier périmètre du Bénin. Et donc, ils ont légiféré au nom du peuple. Nous-mêmes de la société civile, nous représentons aussi le peuple. Nous avons discuté à notre sein. Oui, bon, même si vous n'avez pas de mandat du peuple. Ah, mais on n'a pas le mandat du peuple, mais on s'est constitué. Oui, bon, il faut faire cette petite différence. Oui, il y a une différence parce que nous, on n'est pas passé aux unes. Oui, c'est ce que je dis. Vous voyez, mais nous vivons dans le peuple. Nous connaissons la mentalité du peuple, les souffrances du peuple. Le ministère de la Santé. C'est les gens qui travaillent pour le peuple. On dit, ce sont les serviteurs du peuple. On dit les ministres du peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a imposé de rester là. Mais il sait très bien ce que notre peuple vit. Et nous savons tous très bien ce que nos frères et sœurs vivent.
Monsieur le journaliste, je vais vous dire, la société humaine ne peut avancer que lorsque elle reconnaît qu'elle a besoin de se débarrasser de certaines habitudes. Nous sommes tous complices de ce qui se passe. Oui, justement. Parce que, qui sont ceux-là qui enseignent les filles? Oui, je voulais en venir. C'est nous. Est-ce qu'en réalité, est-ce que c'est pas au final un problème d'éducation à la sexualité aussi bien des hommes que des femmes? Des jeunes garçons qui deviennent des hommes et des jeunes filles. Oui. On aura beau éduquer, on aura beau faire l'éducation complète à la sexualité. Quand je vous ai dit tantôt qu'on aura beau développer les services de planning familial, il y aura toujours besoin d'avortement. Parce que des grossesses non désirées vont être toujours au rendez-vous. Et qui font ces grossesses non désirées? C'est nous. C'est les gens de la société. Mais pourquoi ils parlent que c'est une atteinte à la dignité humaine? Mais vous engrossissez la fille et vous dites que vous n'avez pas les moyens pour subvenir à ses besoins. Alors qu'au départ, vous l'avez rassuré, que vous êtes capable de garder un enfant. Vous dites, mais vous ne voyez pas que moi je suis responsable que je peux garder un enfant. Et tout matin, on a fait des dilations, on la tourne, mais elle prend sa responsabilité. La sociologie béninoise est entachée d'hypocrisie dont nous devons nous débarrasser. J'étais fier d'entendre les élus du peuple le dire ouvertement. Ils l'ont dit ouvertement qu'il faut qu'on arrête. C'est nous-mêmes qui créons la situation et nous exhortons les filles à aller sacrifier leur vie. Il y a cette question d'ailleurs dont l'honorable Akhenatonde s'est fait écho, comme certains d'autres. L'Église, c'est vrai que c'est une question difficile, je ne vais pas vous mettre en difficulté, mais c'est cette question de mettre fin à une vie. Je sais qu'il n'y a pas consensus autour de à partir de quelle semaine une vie commence, ainsi de suite. Par rapport à cette loi, on a fait le choix de restreindre la limite à 12 semaines d'aménorrhée. D'ailleurs, déjà, pourquoi ce choix? Parce qu'ailleurs, je pense qu'on peut, si mes notes sont exactes, qu'on peut même aller jusqu'à 24 semaines ailleurs. Oui, voilà. Pourquoi ce choix précisément? Je vous rappelle même que dans notre ancien guide standard des avortements médicamenteux, c'est écrit jusqu'à 24 semaines. Alors mais pourquoi cet ajustement? 12 semaines, vous voyez, c'est moins laborieux, l'interruption volontaire de grossesse. Moins laborieux. Moins laborieux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire moins encombrant ou non, ça dit ça, moins, plus facile? Voilà. Ah oui. On parle quand même de... C'est plus facile, c'est plus rapide. D'accord. Vous voyez? Oui. Vous avez les... Ou ça a moins de risques? Je ne peux pas parler de risque parce que quand vous venez faire une interruption volontaire de grossesse dans une structure appropriée, c'est que c'est sans risque. Alors, vous avez la chance d'avoir accès à toutes les technologies de la science à cet âge-là. D'accord, mais une opération chirurgicale est toujours sujette à un risque. Oui, attendez, je vais vous parler. Oui. C'est-à-dire, il y a plusieurs méthodes pour l'interrompre. Vous avez les comprimés, vous avez, comme vous venez de le dire, la chirurgie que nous appelons aspiration manuelle intra-utérine. Vous avez d'autres méthodes telles que la dilatation du col et vous allez l'extraire si l'œuf est dans le col de l'utérus. Et à l'extrême, les gens faisaient, comment dit-on, le curettage. Mais l'OMS nous a déconseillé le curettage vu les conséquences qu'il entraîne. Donc nous utilisons les trois là. Alors à 12 semaines, vous pouvez aspirer avec l'aspirateur manuel intra-utérin, comme électrique, parce qu'il y a aussi l'électrique, comme vous pouvez utiliser les comprimés. Les comprimés, et nous avons la chance que la science évolue et met à notre disposition aujourd'hui des combinaisons qui nous permettent de mettre fin à une grossesse
aussi facilement que cela soit possible. Mais revenons à la question de la vie. Voilà. Est-ce que c'est un parti pris scientifique, les 12 semaines d'aménorrhée, et qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent même une semaine, c'est la raison que je viens de vous donner. Que à 12 semaines, vous avez accès à toute la technologie que la science met à notre disposition. Et donc, le choix est varié. Ce n'est pas que vous avez un seul choix. Donc, je parlais tantôt de la chirurgie dont vous parlez. C'est la méthode chirurgicale que nous appelons aspiration manuelle intra-utérine ou électrique. Et les comprimés. Vous pouvez utiliser les comprimés pour mettre fin à la grossesse. Mais c'est vendu seulement sur prescription médicale. L'ordonnance doit être signée par un médecin avec son cachet portant l'inscription à l'ordre national de médecine du Bénin. Son cachet doit porter aussi son numéro de téléphone pour qu'on demain on puisse l'interpeller. Êtes-vous qui avez délivré une telle ordonnance? Vous voyez? Donc tout ça là, ça fait partie des dispositions que la loi va encore renforcer. Ça existe déjà, mais elle va encore renforcer ça. Et donc, je ne saurais dire aujourd'hui que c'est pour une question de vie et que à 12 semaines d'aménorrhée, d'absence de règles, l'embryon est déjà être humain. Et que, oui, c'est justement, c'est ce qui cristallise un peu tout, que ce soit au Bénin, que ce soit ailleurs, que ce soit en Europe, en Amérique, aux États-Unis, où c'est une question très conflictuelle qui peut amener des dégâts parfois, des confrontations qui peuvent, des confrontations qui amènent parfois des pertes en vies humaines, ou des cliniques de spécialistes sont vandalisées, des médecins attaqués, parfois tués. C'est toujours sur cette question précise à combien de semaines, combien de jours on peut considérer qu'il s'agit de la vie et que le fœtus ou tout cela est constitué. Une religion va vous dire c'est 2 semaines, une ne va vous dire c'est une semaine. Non, moi je demande votre avis de médecin. Alors, mon avis de médecin, il est mitigé. Parce que, vous voyez, nous commençons à dire que ici, le fait est viable lorsque déjà nous avons un battement cardiaque du cœur qui varie selon que la fille, bien, la gestante, celle qui porte la grossesse, à son premier geste ou à un énième geste. Donc ça, déjà à 16 semaines, chez certaines femmes, c'est audible, chez d'autres, même si c'est pour la première fois, c'est pas audible à 16 semaines. D'autres, c'est à 18 semaines que vous allez entendre. Donc vous voyez, donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que c'est après 12 semaines. D'accord. D'accord. Donc la vie commence. Ok. Pour vous, c'est ce marqueur qui est l'indicateur important. Non, ce n'est pas ça l'indicateur important pour moi. Nous, quand on consulte les femmes, nous écoutons les bruits du cœur. Oui. Et je vous dis, à 16 semaines, nous voyons déjà que chez ces là qui font leur premier geste, c'est déjà audible. Oui. Même ça, c'est généralement quoi. Parfois, c'est le premier geste et à 16 semaines, vous n'entendez rien. Ok. Mais si à cette étape, c'est audible, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le cœur fonctionne. Mais ça ne veut pas dire que l'embryon ou bien le fœtus est viable. Parce que le fœtus n'est viable qu'après 7 mois et demi. Vous voyez, si vous souhaitez, je ne sais pas si aujourd'hui nous pouvons, mais ce n'est pas souvent fréquent, les naissances avant 7 semaines et demie, c'est avec difficulté que les gens les maintiennent en vie. C'est avec difficulté. Vous voyez. Donc la question, le quand, comment la vie et autres, c'est discutable. C'est très discutable. Quand même une femme est enceinte et a des menaces, nous faisons l'effort de l'aider à conserver sa grossesse jusqu'à 7 semaines, 7 mois et demi. Avant de dire, bon, ouf, même si le fœtus a envie à naître,
il y a beaucoup plus de chances pour lui de survivre. Imaginez un embryon de cet âge-là qu'on sort bien 12 semaines, 15 semaines, 16 semaines, qu'on sort. Quelle est sa chance de survivre? Aucune. Vous voyez? Donc c'est un débat qui ne mérite pas d'être mené. C'est tellement théologique, dogmatique que nous n'aimons pas trop nous mettre sur ce terrain pour discuter, surtout avec les gens de l'autre bord, parce qu'ils ont leur position. Mais nous, notre vocation, c'est de sauver des vies. C'est de sauver des vies. Nous, notre vocation, c'est de sauver des vies. Et nous de voir les gens mourir des causes que nous pouvons éviter. D'accord. Dans ce corpus de lois, de droits nouveaux, est-ce qu'il y a un autre aspect que vous souhaiteriez mettre en avant? Est-ce que on comprend très bien que ce test de loi, en tout cas cette amélioration de l'existant, tend à donner un peu plus de droits aux femmes, surtout sur leur corps, sur leur destinée, sur leur vie. Est-ce qu'au-delà de ces deux points qui cristallisent, disons-le, tout ce qu'il y a comme polémique et critique, est-ce qu'il y a une autre avancée sur laquelle vous voulez mettre le doigt par rapport à ce qui a été voté à l'Assemblée nationale? C'est le droit qui est donné aux mineurs, aux filles mineures. Dans l'autre loi, aucune mention n'est faite des filles mineures. Aucune mention n'a été faite aussi de la femme même mature. Pour dire que si même les parents s'y opposent, elles doivent se rallier à leur décision. Aujourd'hui, il est dit, force doit être donnée à la décision de ces deux-là. Maintenant, le mineur peut décider, oui, peut décider si même ses parents sont contre, elle peut décider. Maintenant, il revient à l'assistance sociale de s'adresser, de porter le dossier au juge, parce qu'elles sont sous curatelle, et le juge va rendre verdict sous huitaine. Vous voyez, dans l'autre loi, mention n'a pas du tout été faite aux mineurs. C'est dans le test d'application que nous avons mis en place en 2017 qu'on a parlé des mineurs. Vous voyez, et là, nous étions en conflit avec le contenu de la première loi de 2003. Aujourd'hui, ce conflit est levé. L'autre chose, il est dit dans cette nouvelle dans cette modification, les centres qui peuvent offrir ces services. Mais ce n'est pas encore précisé, parce que c'est le test d'application qui vont préciser les centres. Parce que ici, maintenant, c'est dit les centres de santé publique, les cliniques et les cliniques privées. Maintenant, comme je l'ai dit, le ministère de la Santé va commencer sa direction compétente pour maintenant visiter, en tout cas procéder à la sélection des centres habilités à offrir ce service. Donc tout cela sera traduit dans les décrets d'application. Absolument. Voilà. Je reviens un peu rapidement en arrière par rapport à cette question importante des mineurs. Donc si je vous comprends bien, pour un mineur, pour une mineure, quand bien même les parents s'opposeraient à leur décision, l'affaire est portée devant l'assistance sociale qui s'adresse au juge, qui va rendre délibération sous huitaine. Avant que on décide de l'interdiction ou pas. Si le juge, sa décision est favorable à la mineure, quitte à ce que cela se fasse, si la décision du juge est défavorable, on se plie à cela. Voilà. L'autre question importante, que ce soit pour les majeurs, pour les personnes matures que pour les mineurs, on se dit forcément que l'acte consistant à procéder à un avortement n'est pas quelque chose de banal. Donc forcément, quand bien même cela a été fait dans les conditions que cette loi semble offrir, ça laisse parfois ou souvent des séquelles, on va dire, psychologiques. Est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement pour prendre en charge ces périodes-là, pour permettre à ces femmes majeures ou mineures de pouvoir, disons, renouer avec
une vie normale, parce que ce n'est pas quelque chose de banal. C'est une très bonne question. C'est en cela que les gens doivent comprendre que la femme ne vient pas, qu'elle soit mature ou mineure, elle ne vient pas à cette décision par fantaisie, par hasard. Elle réfléchit moult fois, à dire plusieurs fois, je veux dire. Quand bien même elle se présente dans un centre de santé pour ce service, ce n'est pas sur place qu'on le lui offre. Il y a des échanges qui se font. On approfondit pour savoir pourquoi elle veut ça. Pourquoi elle vient à demander ce service. Quand elle vous explique, vous comprendrez que ce n'est pas une volonté banale, ce n'est pas une volonté délibérée de s'en débarrasser. Elles ont toujours une raison, bien valable. C'est nous qui pensons que pour elles, là, c'est de la banalité, l'interruption volontaire de la conséquence. Mais regardez, monsieur le journaliste, est-ce de la banalité qu'une personne soit prête à sacrifier sa vie pour un acte qu'elle sait que c'est dangereux? Elle va se présenter chez les avorteurs. Ce n'est pas de la banalité. Donc, elles sont très conscientes de ce que nous disons. Alors, psychologiquement, elles sont aussi atteintes. Oui. Donc, comment on arrive à gérer la suite? Dans notre chaîne de prise en charge, je suis sûr que les nouveaux tests qui vont être pris vont aussi revenir là-dessus, parce que les précédents l'ont dit, il doit avoir un accompagnement psychologique. Et dans le protocole de prise en charge de ces personnes, il est prévu justement depuis la nuit des temps qu'il faut psychologiquement accompagner ces personnes. Parce que quoi qu'on le dise, elles en souffrent aussi quelque part. Vous voyez? Et donc, nous devons les accompagner. Comme une seule personne ne peut pas détenir toutes les compétences, je l'ai dit, il y aura une chaîne de personnes. Une collégialité dans la prise de décision. Pour prendre en charge adéquatement cette femme-là. Et c'est des rendez-vous qui sont donnés pour vérifier si elle va bien. On a même son numéro de téléphone qu'on appelle pour s'assurer que tout va bien. Parce qu'il y en a qui peuvent faire la dépression à cause de cela. Voilà. Donc ce n'est pas une décision délibérée, fantaisiste qu'elles prennent. C'est bien réfléchi et nous devons les accompagner. Et le gouvernement a bien fait de choisir, de demander que nous tous nous les accompagnons. Et je crois qu'il est le premier qui les accompagne et nous sommes à ses côtés. Voilà, un dernier mot pour sortir de cet entretien. Alors, je voudrais rassurer mes soeurs, mes frères, mes papas, toute la population béninoise, pour dire qu'elle n'a pas à s'inquiéter. L'acte que nos élus du peuple ont posé est salutaire. Le gouvernement, nous devons le remercier pour avoir eu cette audace-là, de modifier l'ancienne loi et de nous proposer une nouvelle qui prenne en compte les besoins de nos populations, les besoins des prestataires de services. Nous en avons besoin. Parce que devant des cas que nous pouvons sauver à cause de la loi, on est impuissant. Je veux les rassurer que cette loi sera suffisamment bien cadrée. C'est des gens intelligents qui l'ont écrite et ils ne vont pas livrer cette loi aux prestataires, quitte à ce qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Non, ce ne sera pas du commerce non plus. Ce ne sera pas non plus un avortement à qui le veut, à tout venant non plus. La loi sera cadrée par des tests bien rédigés pour le bonheur des populations béninoises. Et des femmes surtout, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Surtout des femmes et des filles. C'est leur droit, parce que c'est leur corps. Et nous les contraignons à mourir dans le silence. Nous en sommes coupables aussi. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Merci, docteur Serge Kittimou. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes à l'Association béninoise pour la promotion de la famille. Avec vous, nous avons essayé de décortiquer quelque peu cette nouvelle donne en ce qui concerne l'encadrement de l'avortement sécurisé.
amis téléspectateurs, en espérant que vous ayez glané ici et là quelques explications pouvant vous édifier quant au vote de cette loi survenue, je le rappelle, jeudi 21 octobre 2021. Nous vous remercions pour votre fidélité à nos programmes.